Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici d'abord les titres de ce jeudi. Donald Trump est-il en train d'opérer une volte-face sur l'Iran après avoir menacé Téhéran de frappe? Le président américain assure à présent que les tueries de manifestants ont pris fin et reprend ainsi le narratif de la République islamique. La situation est calme mais très tendue à Téhéran, nous disait Siavosh Ghazi tout à l'heure sur place. La crainte d'un front entre alliés au Groenland. La réunion d'hier à Washington s'est soldée par le constat d'un désaccord fondamental entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis. Plusieurs pays européens, dont la France, déploient des troupes pour une mission dite de reconnaissance. On reviendra bien sûr sur ces titres dans le journal de 11h. Mais aujourd'hui, dans Parlons-en, on prend un peu d'avance sur l'actualité, une fois n'est pas coutume. Ça va rugir dimanche prochain au stade Moulay Abdallah de Rabat. Les Lions de l'Atlas rencontreront les Lions de la Teranga en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Marocains et Sénégalais se sont qualifiés hier soir en battant respectivement le Nigeria et l'Égypte. Pour les coéquipiers d'Achraf Hakimi, c'était au bout du suspense. Mais avec cette CAN saluée de toutes parts, de toute façon, est-ce que le Maroc n'a pas déjà gagné? Je me risque à cette question qui va faire, je suis sûre, beaucoup réagir. C'est Parlons-en aujourd'hui avec un très beau plateau. Elom Toblé, Adel Benta, Vanessa Lemoigne et Hervé Penaud qui est à Rabat. Bonjour à tous les quatre. Merci beaucoup d'être là. On a beaucoup de choses à se dire. C'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Vanessa Lemoigne. Merci beaucoup d'être là ce matin. La soirée s'est finie tard chez BeIN. Vous êtes journaliste, faut-il vous présenter, présentatrice bien sûr, et vous présentez depuis le début de la compétition les rendez-vous de cette CAN. À vos côtés, Elom Toblé. Bonjour Elom. Bonjour. Vous êtes ici chez vous, faut-il vous présenter, journaliste bien sûr à la rédaction de France 24. Adel Benta, bonjour. Bonjour. Merci aussi à vous d'être là, journaliste sportif à SoFoot. Et puis depuis Rabat, Hervé Penaud. Bonjour Hervé, grand reporter à l'équipe, spécialiste du foot africain et animateur du podcast Afrique Football Club. Bonjour Hervé. Être une légende à 34 ans, Yacine Bounou dit Bono est définitivement entré hier dans l'histoire du foot marocain après sa prestation donc en demi-finale de la CAN. C'est lui qui a permis au bout du suspense aux Lions de l'Atlas de se qualifier pour leur finale 50 ans après leur premier et seul sacre. Les coéquipiers d'Achraf Hakimi qui jouent à la maison doivent rester toutefois concentrés. Dimanche, la finale se jouera face au Sénégal, emmenée par une autre légende vivante. Ça fait beaucoup de légendes sur le même terrain. Sadio Mané, le tombeur de l'Égypte. D'abord quelques images, les réactions avec Nicolas Chamontin. Une qualification arrachée au bout de la soirée. À Rabat, le Maroc et le Nigeria se neutralisent 0-0. Au tir au but, le gardien marocain Yacine Bounou arrête 2 pénaltys et envoie son équipe en finale de sa CAN à domicile. Lors d'une séance de tir au but, il y a de la préparation. Mais l'adversaire sait aussi que le gardien est préparé. Donc c'est du 50-50. C'est la réalité du football. Parfois il te sourit et parfois non. Des sourires, il y en a eu beaucoup dans toutes les fan zones marocaines. Dans la capitale comme à Casablanca, les supporters ont laissé éclater leur joie après un match tendu. Je suis rempli de bonheur. On mérite d'aller en finale, car notre équipe nationale a livré une grande performance. À Paris aussi, les fans des hommes de Walid Regragui exultent et croient plus que jamais à la victoire finale. Maintenant c'est tout droit, on est derrière vous. Le Maroc, on est derrière vous, il faut aller la chercher. Jima Maghreb, Achal Malik. Rien à dire. Franchement, je suis content pour mon pays. Les Lions de l'Atlas chercheront à remporter leur 2e titre continental après 1976. Mais pour cela, ils devront vaincre les autres Lions, ceux de la Teranga. Un peu plus tôt, le Sénégal s'est qualifié face à l'Égypte grâce à un but de Sadio Mané. Je suis très heureux de pouvoir jouer, Inch'Allah, à toute dernière CAN. Une finale d'une CAN avec les Lions, donc j'espère remporter, amener ça à Dakar. La finale se déroulera dimanche à Rabat, au lendemain du match pour la 3e place entre Nigérians et Égyptiens. Voilà, le petit chanceux de ce plateau, c'est vous, Hervé Penaud. Vous étiez hier au stade à Rabat, une qualification marocaine au bout du suspense et un stade qui a exulté.
Oui, alors bonjour à tout le monde, déjà quel plaisir d'être en votre compagnie. Et effectivement, c'était assez incroyable. Il y avait une ambiance phénoménale, un bruit sourd, vous avez des acouphènes, hein, c'était assez terrible. Et puis cette tension incroyable au moment de tirer frapper les tirs au but. Avec d'un seul coup, le stade s'est tu. Vous savez, c'était un moment assez incroyable, assez spécial. Les gens avaient un peu peur, la passion qui arrivait. Et puis après, la crainte d'une défaite comme ça au bout du bout. Et puis il y a eu le premier tir au but qui a été marqué par Neil Naoui. Après, c'est parti. Et là, vraiment, il y a eu une folie qui s'est emparée du stade. Le peuple marocain attendait cette victoire depuis tellement longtemps. Et puis là, vous allez au bout de cette aventure. Cette première aventure, parce que la vraie, il faut gagner la finale. Enfin, même si déjà, j'estime que le Maroc a réussi sa CAN en étant en finale. Mais il faut gagner pour aller au bout de ses rêves. Mais c'était vraiment une soirée assez magique. Soirée magique, Vanessa Levoigne, vous l'avez vécu sur le plateau de Bigne hier soir? Oui, soirée magique et surtout avec au final une très belle affiche entre le Maroc et le Sénégal. C'est un peu une finale de rêve parce qu'il y aura des stars sur la pelouse. Et puis, on va dire que historiquement, ce sont deux grands de l'Afrique et aussi deux grands gardiens. On l'a vu hier avec Yacine Bounou. Et de l'autre côté, Edouard Mendy. Et donc, du coup, moi, franchement, c'était une très, très belle soirée, même si je me suis couchée très tard. Est-ce que cette CAN, l'homme peut encore échapper aux Marocains après ce titre gagné en 1976 en Éthiopie? On n'est jamais sûr, en fait, pour une finale. Parce que, bon, après, c'est comme dit Vanessa, je pense qu'on s'attendait un peu à cette finale-là. C'est vrai que les deux équipes, quand on voyait le dernier quart, on se disait quand même, le Sénégal... vu ce qu'ils ont produit depuis le début de la compétition, on va dire qu'avec le Nigeria, paradoxalement... Moi, je n'étais pas sûre. Ah bon? Ah, sincèrement, j'étais pas sûre. Moi, le Nigeria avait complètement écrasé l'Algérie. Et puis l'Égypte, on sait qu'ils sont toujours au rendez-vous au final. Non, et moi, sans jouer, c'est ça le pire. Il y avait en fait, je trouvais que cette équipe sénégalaise savait ce qu'elle allait produire. Ils vendangeaient beaucoup, ça je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est ça qui me faisait un peu peur, surtout face à l'Égypte qui, elle, plutôt est très clinique. Ils vendangeaient beaucoup, etc. Mais hier, ils ont été... je trouve, très appliqués. Ils ont très vite compris, l'erreur un peu qu'a faite un peu la Côte d'Ivoire, que face aux Égyptiens, il faut d'abord être appliqué, ne pas prendre ce but qui les mettrait en danger, et ensuite contrer rapidement, voilà, et attendre le moment de marquer ce but, parce qu'ils savaient que dans le jeu, ils allaient avoir les occasions, ils en ont toujours eu beaucoup. Donc, je voyais bien cette finale arriver, et bon, mais la gagner, ça va être une autre paire de manches, hein, parce que le Sénégal sera présent. Ouais, des regrets quand même pour le Nigeria, une équipe qui est arrivée revancharde, hein, c'est la seule du dernier carré qui n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde qui arrive là l'été prochain. On les sentait quand même supérieurs dans la compétition. Alors bon, à la fin, bien sûr, seule la victoire compte, hein, mais beaucoup de regrets pour le Nigeria quand même. Ouais, beaucoup de regrets, comme le disait Vanessa, quand on voit la prestation à mon grand regret, du Nigeria face à l'Algérie. Ça m'a fait très mal. Il y avait une grande domination, donc on se disait que le Nigeria avait les armes pour aller au bout, surtout offensivement, et surtout que le Nigeria reste sur deux grosses désillusions. Finale de CAN perdue face à la Côte d'Ivoire lors de la dernière édition, barrage de Coupe du Monde perdu aussi. Donc on se disait qu'il n'avait plus que la CAN pour se rattraper. Finalement, le Maroc a été vraiment supérieur. En fait, le Maroc a joué comme le Nigeria face à l'Algérie, tout simplement. Donc pour le coup, sur le match d'hier, je pense que le Maroc mérite amplement sa finale. Je pense qu'il y a aussi quelqu'un qui a manqué hier pour le Nigeria, qu'on ne parle pas beaucoup, c'est Wilfried Ndidi, au milieu de terrain, qui est au milieu de terrain, qui était aussi le capitaine. Ouais. Bon, hier c'est Osimhen, et je trouve que on a senti son absence parce que c'était un peu le régulateur. C'était un peu lui l'aspirateur. Donc les moments chauds, il récupérait les ballons, et les moments un peu plus quand il fallait tempérer, et ça a manqué hier, je trouve. Vous confirmez, Hervé, on a manqué d'aspirateur hier? Oui, alors en tout cas, les Marocains les ont bien nettoyés. Moi, je trouve franchement que Ndidi ou pas, ou sans ou avec Ndidi, je ne sais pas si ça aurait changé véritablement quelque chose, parce que la différence de niveau était telle. Alors ça joue au tir au but, mais en fait, on se retrouve effectivement dans la configuration du Nigeria-Algérie. Moi, j'ai été bluffé, franchement, par l'intensité, l'impact physique qu'ont pu mettre les Marocains. Je ne les croyais pas capables de ça, pour être honnête, d'être à ce niveau-là, à ce niveau capable d'étouffer totalement un adversaire comme le Nigeria, qui avait été très bon. Alors des Nigérians fatigués, hein, Richel en avait parlé avant le match. Il avait dit que son groupe était fatigué avant la rencontre. Ouais. Absolument. Et en tout cas, il était peut-être fatigué, mais les Marocains ont su piquer là où il fallait piquer. Et c'est surtout, je trouve, il faut mettre quand même un point d'honneur à parler de ce Maroc, parce que le Nigeria avait quand même de très bons joueurs. Ils avaient explosé l'Algérie. Là, de la même manière, j'avais été très surpris de voir les Algériens. On aurait dit des poussins qui rebondissaient sur les corps nigérians. Là, aujourd'hui, c'est un peu ce qui s'est passé
de l'autre côté. Et Osimhen et Lookman, ils ont complètement cassé cette ligne de passe en empêchant un peu Iwobi de pouvoir jouer avec eux. Donc tout ça fait que tout a été maîtrisé, à la fois sur le plan tactique avec le staff qui avait un plan de jeu qui était parfait, et puis les joueurs, parce qu'à un moment, vous pouvez avoir toute la tactique que vous voulez, mais ce qu'il faut, c'est que les joueurs soient capables de réaliser ce que vous espérez. Et de ce côté, ça a été nickel, même si, évidemment, on se retrouve toujours avec cette interrogation avec le Maroc. Si vous ne marquez pas de but, eh ben, ça peut être aussi compliqué. Un petit coup d'Osimhen, un petit coup de Lookman. Mais finalement, les coups n'ont jamais existé. Ils les ont totalement étouffés. Vanessa Lemoyne, retour gagnant d'Achraf Hakimi, bien sûr. C'est la CAN quand même de Brahim Diaz avant toute chose. Complètement, mais c'est pas que la CAN de Brahim Diaz, c'est la CAN vraiment d'un groupe pour le coup. Hier, Brahim Diaz, il a été très remuant, que ce soit en attaque ou en défense aussi. C'était complètement le plan. Hervé a raison. Ce qu'on appelle le circuit de passe entre Iwobi et Lookman, Osimhen a été complètement coupé par ce Maroc, mais parce qu'en fait, ils ont fait ce que l'Algérie n'a pas fait, c'est qu'ils ont accepté le combat et surtout, ils ont créé le combat. Et aller au duel, et même pour un Brahim Diaz, aller au duel face à des gros bébés comme ça, qui pourraient jouer en NFL, très clairement, parce que quand on voit Bassé, on voit El Kaabi aller au duel face à lui, on se dit, mais ouais, moi je prends un coup de doigt de Bassé, je pense que je finis dans le coma très clairement. Donc ça, c'est une énorme performance, et chaque joueur de cette équipe a accepté en fait d'aller sacrifier sa vie en fait. Et je pense que c'est ce supplément d'âme qui a permis hier au Maroc de s'imposer, et un plan tactique aussi, et surtout d'un homme dont il faut absolument parler, c'est Walid Regragui. On va y venir, mais un mot quand même des Sénégalais, on l'a évoqué rapidement, tombeur de l'Égypte, donc explosion de joie hier au Sénégal après la victoire des autres Lions, les Lions de la Teranga. Écoutez-les au micro France 24 d'Eliman Ndao. On est très content, on est très fiers des Lions. Voilà, on est juste aux gens. Le Sénégal, c'est comme ça qu'on est. Et j'espère qu'en finale, on fera aussi pareil. Il faut remercier à Sadio Mané. Parce que Sadio Mané, toujours, il y a un problème. Sadio Mané, il a des essais. Sadio Mané, machallah. Mais on est vraiment contents de vous les Lions. On vous soutient jusqu'à la finale. Inch'Allah, le final va venir ici encore. On va le fêter encore. Vive le Sénégal, vive l'Afrique. Notre pays, c'est notre pays. C'est le Sénégal. On va gagner la finale. On est plus forts qu'eux tous. Voilà, beaucoup de dieux sont invoqués avant cette finale, et le dieu du Sénégal s'appelle Sadio Mané. Ouais, c'est le capitaine qui a quand même réussi à garder son statut de légende. Dans certaines sélections, on sait que les anciens sont parfois remis en cause. Pour le coup, Sadio Mané, il a un statut vraiment particulier, et c'est tout un symbole de le voir hier délivrer son équipe, parce que, comme on le disait en off, c'était un match très fermé, très serré, et il fallait que la lumière vienne de lui. Donc tant mieux. Le Sénégal est dans une dynamique de très bonne victoire. Pour moi, après c'est mon avis personnel, c'est l'équipe qui m'a paru la plus sereine depuis le début de la compétition, que ce soit en phase de poule face à une équipe comme le Congo, et ensuite ils ont déroulé en phase à élimination directe. Pour moi, c'est l'équipe qui dégage le plus de sérénité. Est-ce que ça va se confirmer en finale ? Ça, c'est à voir. Mais ouais. Sérénité sénégalaise. Oui, je suis d'accord avec Adèle, parce que Sadio Mané, c'est un peu solidaire technique. C'est Kalidou Koulibaly a le brassard parfois, Gana Gueye aussi des fois. Mais ce qui est bien avec cette équipe-là, c'est qu'on a l'impression qu'ils savent ce qu'ils ont à faire et qu'ils se tiennent au plan. C'est-à-dire que le plan est bien huilé, et puis il faut savoir aussi que dernièrement, sur les 4 dernières CAN, ils savent en fait jouer cette CAN. Ils sont les 3 fois en finale, donc on a l'impression qu'ils savent ce qu'il faut faire entre guillemets pour la gagner, même si l'année dernière ils ont quand même été sortis, la dernière CAN plutôt, ils ont été sortis par la Côte d'Ivoire très rapidement, mais bon, on connaît tous l'euphorie qu'il y avait en Côte d'Ivoire. Mais donc du coup, ils dégagent cette sérénité-là, mais ils vendangent beaucoup. Oui. Et en finale, face au Maroc, ça pourrait leur coûter cher, parce que on sent aussi, on a vu hier, vous avez parlé de l'engagement physique des Marocains, ils sont aussi en mission. Cette équipe marocaine, pareillement aussi, elle s'est dit, en fait, comme le disait Walid Regragui, l'a bien préparé, ils savent aussi ce qu'ils ont à faire face aux adversaires. J'ai l'impression qu'ils s'adaptent à chaque fois. Oui, s'adaptent, oui. Et puis aussi, meilleure défense aussi, il faut le préciser, de cette CAN. Et ça, c'est important, parce que pour gagner, il faut mettre des buts, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'aller jusqu'au tir au but, mais c'est surtout ne pas en prendre. Et ça, la défense marocaine, c'est très bien faire. Et surtout, c'est même pas... parce qu'il y a toujours... Il y a Bounou qui est le dernier rempart, mais surtout dans les occasions créées adverses, il faut en sorte d'annihiler, en fait, d'annihiler ça. Et donc, du coup, il n'y a même pas les occasions procurées pour l'équipe adverse. Hier, il y a un tir cadré quand même pour le Nigeria, sachant que c'est la meilleure attaque, avec 14 buts inscrits. Donc ça, c'est aussi ce pouvoir qu'a cette équipe de se dire, OK, le point fort, c'est ça. Son point faible, c'est ça, et d'aller taper là-dedans, en fait. Hervé, sur les chances des Sénégalais dimanche prochain ? Alors, c'est ce début d'année, je dirais, avec mes meilleurs vieux, quoi. C'est vraiment une équipe qui a su mettre à l'honneur tous ses anciens.
C'est-à-dire qu'on parle de Sadio Mané, évidemment, mais il y a un joueur, je voudrais qu'on dise un petit mot, c'est Idrissa Gana Gueye, qui est vraiment le milieu de terrain, qui fait une compétition absolument incroyable, qui a joué tous les matchs. C'est un peu le symbole. Vous aviez Edouard Mendy, vous avez Koulibaly, vous avez donc Sadio Mané, vous avez Idrissa Gueye. C'est un peu les vieux qui ont pris un peu le pouvoir aussi sur cette équipe, qui donne le rythme. Et c'est vrai que c'est une équipe qui a une vraie qualité. J'ai l'impression que c'est une sorte de force tranquille. Vous savez, on les attendait là, mais ils y sont sans avoir brillé véritablement. J'ai trouvé qu'ils avaient fait un très bon début de tournoi, très bonne entame. Après, contre la RDC, une première mi-temps assez incroyable. Et puis après, c'est allé un petit peu moyen. Ça dépendait des matchs. Mais ce qu'ils ont réussi à faire contre l'Égypte, c'est de montrer la qualité qu'ils pouvaient avoir. C'est-à-dire qu'ils sont des joueurs. Il faut penser que le Sénégal, avant d'avoir gagné sa CAN, la dernière fois, ne gagnait jamais rien en Afrique. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce sont les Allemands de l'Afrique. Si vous les arrivez, de toute façon, on sera là. Et puis c'est Sadio Mané qui est capable de rendre. Alors vous dites, on ne l'a pas critiqué. C'est vrai qu'on ne l'a pas critiqué, mais il commençait à y avoir des mots de dire il a des vieilles cannes, le père Sadio, maintenant ça commence à peser, etc. Enfin, j'aimerais bien voir ces cannes. Vous saluent bien. J'aimerais bien voir ces vieilles cannes. Et ces vieilles cannes nous saluent bien, parce que ce qu'il est capable de faire, c'est impressionnant. Parce que non seulement il a marqué ce but, c'est une chose, mais c'est vraiment le leader. On voit les efforts défensifs qu'il fournit. Franchement, Sadio Mané, ce qu'il est en train de montrer aujourd'hui à la CAN, il ne sera pas loin d'être le meilleur joueur de la CAN. S'il la remporte, certainement qu'il le sera. Et c'est ce Sénégal-là qu'on voit avec un public aussi. Alors, on parle du public marocain, mais les Sénégalais vous ont amené un tas de supporters et alors une ambiance ultra festive. Donc, c'est la finale, comme je disais, c'est la finale de rêve, aussi bien en qualité individuelle des joueurs, en public, il y a tout. Il y a tout, on va se régaler. Vous avez de la chance, Vanessa. C'est vrai, merci Hervé de le préciser ça. C'est parce que aussi, pourquoi je suis contente de voir ces deux équipes en finale, c'est que c'est l'esprit CAN. La fête, l'état d'esprit, la passion, la chaleur, c'est vraiment ça qu'on voit. Et juste un mot sur Sadio Mané, c'est sa dernière CAN, il l'a annoncé hier. Donc ce sera son dernier match en finale. Sadio Mané, il a changé. Sadio Mané, c'est plus un chercheur de statistiques. Ça y est, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations et il est aujourd'hui au service du collectif réellement. Donc hier, on l'a vu buteur, mais parce qu'en fait, il s'est transformé en super-héros comme il sait le faire, parce que c'est un homme de grand rendez-vous et c'était le facteur X attendu face à une équipe comme l'Égypte, en plus de Mo Salah qui connaît très très bien. Mais aujourd'hui, il est au service de cette équipe qui a un très bon amalgame entre effectivement des anciens et une nouvelle génération avec des joueurs aussi qui incarnent un peu ce qui s'est passé sur les derniers mois avec le Sénégal, qui a tout gagné en jeunes. Et donc, ils ont une forme de dynamique aussi un petit peu collective, ce pays, qui est celle de la victoire. Et on en vient justement à la question que je voulais vous poser. On s'éloigne un peu du jeu pur et cette question, alors on viendra sur les succès de l'organisation marocaine, mais est-ce que c'est pas le foot africain dans son ensemble qui n'a pas remporté cette CAN déjà avant même cette finale? Vous me corrigez si je me trompe, mais visiblement c'est une première historique que les 4 dernières équipes qualifiées pour les demi-finales soient dirigées par des entraîneurs africains. Je crois que les 3 dernières CAN ont déjà été remportées par des entraîneurs africains, mais le fait que ce dernier carré, celui des demi-finales, les coachs sont tous africains, ça dit quelque chose de la montée en puissance de ces entraîneurs africains et peut-être le passage d'une ère, quoi. On a vu longtemps des entraîneurs qui n'étaient pas africains et là en plus ce sont des nationaux en l'occurrence qui entraînent leurs équipes. C'est ça, c'était un peu le péché du football africain malheureusement sur les dernières décennies, c'est qu'on était obligé de faire appel à ce qu'on appelle des sorciers blancs, c'est-à-dire des entraîneurs européens pour permettre aux équipes africaines de remporter des trophées. Et surtout, cette dynamique d'amener des entraîneurs nationaux a aussi permis de mettre en lumière la formation africaine. Les 2 équipes qui seront sur le terrain dimanche, elles sont composées à quasiment, si on parle des 11 de départ, à 50% de joueurs formés localement. Pour le Maroc ou pour le Sénégal, on parlait de Yacine Bounou, mais on peut parler de Naïf Aguerd en défense, on peut parler de Ayoub Al-Kaabi, pour le Sénégal, de Lamine Camara, Sadio Mané. Enfin voilà, donc il y a Idrissa Gueye, donc il y a vraiment une formation locale qui est mise en lumière pour cette CAN-là, et je trouve ça vraiment beau, puisque jusque-là, la CAN dépendait parfois de sollicitations étrangères, entre guillemets, d'un point de vue technique et tactique, et donc là, on voit vraiment que le savoir-faire africain, il existe, c'est pas simplement un fantasme, il existe, et il est mis en valeur avec ces 2 équipes-là en finale. Et l'homme là-dessus, ouais. Oui, c'est clair, parce que le dernier c'est Hugo Bross avec le Cameroun en 2017, et depuis, c'est vrai qu'il y a que des... Voilà, il y a Jamel Belmadi, il y a eu Aliou Cissé, donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a une vraie montée en puissance et une vraie reconnaissance aussi finalement des entraîneurs locaux. Je pense qu'ils ont toujours existé, ces entraîneurs, mais c'est la confiance qu'on leur donnait. Exact.
Pendant longtemps, on ne leur donnait pas la confiance. On avait plus envie de dire on va prendre un étranger parce que lui sait y faire, etc. Oui, et pour donc, gagner, encore faut-il être en fonction, effectivement. exactement. Encore faut-il être en fonction. Et aussi, il faut parler aussi de vrais projets, parce que le Maroc, c'est un vrai projet footballistique. Maintenant, depuis longtemps, des équipes de jeunes, on voit que voilà, les équipes de jeunes, ils ont encore été champions en moins de 17. Le Sénégal, pareil. Donc, ça fait plusieurs années que ces deux nations aussi qui travaillent vraiment, on va dire, de la tête jusqu'au bas de leur football, sur avoir un vrai projet. Et ces projets sont en quelque sorte couronnés avec cette finale aussi. Donc, c'est assez intéressant. Là-dessus, Hervé, allez-y. Oui, je voudrais intervenir parce que je suis assez moins d'accord. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça, en fait. Parce qu'on me parle d'entraîneurs locaux. Ce ne sont absolument pas des entraîneurs locaux. Si vous me dites un entraîneur local, c'est l'entraîneur du Burkina Faso. Effectivement, c'est un local. David Pagou, l'entraîneur du Cameroun, est un entraîneur local. Ce ne sont pas des entraîneurs locaux. C'est un faux débat, en fait. C'est-à-dire que ce sont des entraîneurs qui ont fait toute leur classe en France, par exemple, ou à l'époque Belmadi au Qatar. C'est-à-dire que c'est des entraîneurs qui sont venus de l'extérieur, qui sont souvent qui étaient des binationaux. On l'a vu aussi avec Emers Faye, qui a fait toutes ses classes en France, qui est né en France. Donc c'est là-bas qu'ils ont appris le football. Mais ils ont une chose particulière, c'est que ils ont été internationaux dans leur pays. Ça fait qu'ils ont cette double connaissance, c'est-à-dire à la fois de l'extérieur et à la fois de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils savent comment, par exemple, Belmadi sait comment les gens réagissent ici, il connaît les structures d'équipe, les rapports internes en fait dans les équipes, dans des grandes compétitions. Donc ils ont les deux regards, si vous voulez. Ils sont pas locaux en tant que tel. Quelqu'un comme Claude Leroy a certainement passé plus d'années en Afrique que certains entraîneurs locaux qui sont sur les bancs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire cette histoire de local ou pas local, à mon avis, c'est une erreur. Ce qui est très intéressant en revanche, c'est qu'ils ont un passé qui leur a permis de connaître le foot africain. Et ça, c'est nécessaire. D'ailleurs, les entraîneurs français qui ont réussi en Afrique, par exemple, on peut prendre les Français, sont des entraîneurs français qui ont vécu en Afrique. Hervé Renard était en Zambie, Claude Leroy. Mais en revanche, aujourd'hui, vous avez besoin effectivement de ce souffle nouveau avec des anciens sélectionnés des pays, parce qu'il y a tout un mouvement de fond un peu politique sur un peu la volonté maintenant de redonner aux gens locaux, entre guillemets, et là pour le coup un peu faux locaux, les pouvoirs, et c'est normal, c'est tout à fait normal, ça se comprend bien entendu, mais il faut avoir les deux côtés, si vous voulez, de voir les deux côtés de la pièce. Et c'est pour ça que je pense que c'est un faux débat entre locaux et non locaux. Le jour où vous aurez, comme en Tunisie, comme en Égypte par exemple, évidemment, Oussam Hassan, c'est un entraîneur local, il n'y a absolument aucun doute. Voilà, là vous avez des vrais locaux, entre guillemets. Donc pour ce qui concerne les autres vainqueurs, ce sont des gens qui ont les doubles cultures, et c'est ce qui leur apporte ce plus, évidemment, parce que, qu'on le veuille ou non, pour les entraîneurs de haut niveau, quelqu'un comme Regragui, c'est bien aussi d'avoir été confronté à d'autres réalités. Et puis pour Regragui, l'exemple type, c'est que lui, il a entraîné localement. Vous voyez, alors là, pour le coup, lui, c'est un entraîneur qui a fait peut-être ses classes ailleurs, mais qui a été au FUS, premier entraîneur, parce qu'on oublie souvent de le dire pour lui, premier entraîneur à avoir remporté le titre pour le FUS. Avec le Wydad Casablanca, il a quasiment tout remporté sauf la coupe. Et justement, là, on est dans le sujet. On est dans le sujet. Avec Regragui, on est complètement dans le sujet. On va aller sur votre terrain, Pauline, du coup, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aussi, et là, ce sont deux sujets sociétaux très intéressants, c'est que, pas locaux si on veut, mais c'est la diaspora, en fait. Et aujourd'hui, c'est un rayonnement mondial, et cette Coupe d'Afrique des Nations est en train de montrer aussi une progression du football africain qui a commencé il y a quelques années et qui est portée aujourd'hui par des gens qui ont certes peut-être grandi en France ou en Allemagne ou je sais pas où, mais qui aujourd'hui en fait viennent redonner à leur pays et au pays, à l'Afrique, au continent en fait. Et moi c'est là où je trouve ça très intéressant parce que il y a une forme de devoir moral aussi et un truc d'enracinement. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient et c'est ça qui est en train de se passer. Et puis après sur cette progression aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est plus un regard européen qu'on va poser sur l'Afrique. C'est un regard différent, c'est un regard avec un peu de hauteur en fait. Et aujourd'hui, on va plus chercher, des Européens pour entraîner des équipes africaines en se disant, les Européens sont meilleurs. Non, pas forcément. Et donc moi, c'est là où la vraie progression, elle est, c'est qu'on pose plus ce regard colonial aussi, il faut prononcer le mot, sur le continent africain. Et d'ailleurs, parallèlement, et vous le savez mieux que nous, Vanessa, Hervé, je vous donne la parole dans un instant. Je voudrais donner la parole. C'est son sujet. C'est son sujet. Mais lié aux dirigeants, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important. C'est lié aux dirigeants qui avaient ce regard-là et même aux joueurs. Parfois, les joueurs respectaient beaucoup moins les entraîneurs locaux. C'est pour ça que je suis très content d'avoir tous ces entraîneurs sur le banc, évidemment. Et Papio est pareil, il a entraîné localement, entre guillemets.
Et justement, Hervé, vous avez fait des unes de l'équipe là, depuis le début de la CAN. Alors vraiment, avec toute l'humilité qui est la mienne et ma non-connaissance du foot, il faut il faut le dire. Mais je constate précisément, et peut-être est-ce que je suis un bon indicateur, que depuis quelque temps, et je trouve spécifiquement sur cette CAN-là, on sent effectivement, comme le disait Vanessa, une espèce de condescendance qu'on pouvait avoir ces dernières années sur le foot africain vu d'ici, que c'était marrant, que c'était rigolo, que c'était exotique, que l'ambiance était dingue et tout. Et là, j'ai l'impression qu'on parle de football de qualité, de vrai football, et qu'on n'a plus ce regard de bon, la CAN c'est pour la diaspora et pour le continent africain et basta. Non, c'est fini tout ça. Parce que... vas-y Hervé. Non, allez-y, je vous donnerai la parole Hervé dans un instant après. Je ne vais pas monopoliser la parole. Pas de souci Hervé, je t'en prie. Non mais je trouve vraiment que c'est vrai qu'il y a vraiment, on a maintenant un fond de jeu, parce qu'on voit vraiment des projets de jeu différents, certaines équipes plus défensives qui assument d'être défensives, et donc je trouve que dans le fond de jeu, on s'ennuie moins qu'avant. On s'ennuie moins qu'avant. À chaque match, il y a plein de choses qui se passent. Et ça déjà, c'est une bonne chose. Et il y a un vrai respect aujourd'hui vers le football africain. Quand on voit les grandes équipes qui avant disaient « Oh, mais non, laissez nos joueurs partir à la CAN, etc. » Ils avaient même cette réticence. Aujourd'hui, bon, ils l'ont encore un peu, mais ils arrivent moins à garder les joueurs, etc. Il y a eu une polémique un peu avant, en disant les laissant partir un peu sur le tas, etc. Mais en fait, cette compétition s'impose et la CAN devient quelque chose aussi... C'est aussi le but de la CAN, devenir quelque chose de mondial, pas que africain finalement, comme peut l'être un euro. Et sur l'attrait précisément de la CAN ici, dans des médias grand public, etc., vous sentez quelque chose change, vous ? Bien sûr, puisque... Comme on le dit depuis le début, en fait, ça permet en fait de montrer que oui, en Afrique, il y a de bonnes choses, même à travers le sport notamment. Aujourd'hui, je pense que la CAN, c'est la 3e compétition internationale la plus regardée en football, derrière la Coupe du Monde et l'Euro. Si on veut faire une comparaison, un peu tirée par les cheveux, avant on comparait beaucoup la CAN à la Copa América, la compétition qui se dispute en Amérique du Sud. Pour moi, maintenant il n'y a plus de comparaison. La CAN est passée devant la Copa América. On parle beaucoup moins du Brésil ou de l'Argentine. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler du Maroc, du Sénégal, de leur progrès, et on va enfin prendre la Coupe d'Afrique au sérieux. Avant, comme vous le disiez, la Coupe d'Afrique, c'était une compétition qu'on attendait pour rigoler. C'est-à-dire, regardez, tel stade, la pelouse est catastrophique, tel match, le niveau est douteux. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Et pour moi, le marqueur, et ce qui a fait passer un cap pour la Coupe d'Afrique, en grande partie, c'est la demi-finale du Maroc, en Coupe du Monde 2022. C'est-à-dire que là, on regarde l'Afrique avec des yeux pour dire que c'est un continent qui est en train de progresser et qui, pourquoi pas, va même un jour gagner la Coupe du Monde. Avec déjà à l'époque le gardien du Maroc qui avait été extraordinaire. Vanessa, là-dessus, sur la différence, d'ailleurs, je crois que vous avez des audiences sensationnelles chez Bein, et ça dit quelque chose quand même. Ça dit quelque chose si on fait le comparatif, effectivement. Mis à part, hormis évidemment les matchs de l'équipe de France, si on compare avec un euro, nos records d'audience sur Beansport, c'est la CAN. Donc, et là, on a clairement battu plus fort que l'euro. Des records. Ah oui, nettement. Mais c'est normal en fait, parce que on en parlait, c'est la diaspora. Donc, mais pas que ça. Est-ce que ça dépasse Mais bien sûr que ça dépasse complètement. Et parce que aussi, alors effectivement, il y a la demi-finale du Maroc, mais ces records-là, on les avait déjà vus en Côte d'Ivoire. Et quoi de mieux en fait que d'avoir un storytelling, d'avoir une histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Et là, c'est aussi ce qui est en train de se passer avec cette équipe du Maroc, parce qu'en plus, ce sont des stars qui sont identifiées en France et mondialement. De la même façon, c'est le cas aussi pour le Sénégal. Et donc, du coup, quand on racontera cette histoire, et je pense que du côté de la CAF, ils sont assez malins pour l'avoir déjà prévu, mais sur une plateforme ou autre, on aura une histoire qui va s'écrire avec un film, des rebondissements. Et c'est ce qu'on avait eu en Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu parce que l'histoire était tellement dingue, elle nous prenait tellement aux tripes, c'était tellement fou, en fait, ce qui s'est passé. On s'est tous pris d'affection pour cette équipe ivoirienne. Et puis, cette victoire finale, comme un bouquet final, en plus, avec le coup du marteau, la musique qui va avec. Non, mais c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, déjà, il y avait cet engouement-là. C'est-à-dire, le scénario s'y prêtait. C'est-à-dire, on les voyait éliminés, ils reviennent mais comme le dit Vanessa, une histoire ne prend de la substance d'une certaine façon que quand elle est racontée, quand des gens s'en saisissent pour en faire quelque chose, un produit médiatique, historique. Hervé là-dessus. Oui, bien sûr, c'est notre rôle d'une certaine manière. Alors c'est vrai que moi, vous savez, quand j'entends dire qu'on rigolait de la CAN avant, j'ai un petit peu mal. Sauf toi. Non, sauf toi, Hervé. 14 CAN, je crois, Hervé, pour toi. Oui, 14 CAN, oui. 14 CAN, oui, effectivement, il y a un fond de vérité où les gens voulaient voir un jour les pelouses, un jour ce qui s'était passé en dehors des tribunes, etc. Et aujourd'hui, ils ont gagné effectivement leur galon. Mais
c'est lié peut-être à l'organisation, notamment au Maroc. Alors, on avait vu que la Côte d'Ivoire avait été déjà une explosion. Et là, on se retrouve dans des conditions assez incroyables, ce qui permet d'avoir des matchs de très, très haut niveau. Je pense que de toutes les CAN que j'ai vues, c'est certainement les matchs les meilleurs matchs finalement que j'ai vus. Pourquoi ? Parce que vous avez des terrains incroyables, des pelouses. Il a plu la première semaine, vous aviez l'impression d'être toujours sur des billards. Et les conditions atmosphériques. Quand vous jouiez en Côte d'Ivoire par 35 degrés à 14 heures, ça n'a rien à voir, ils jouaient à 15-16 degrés. Donc tout ça a permis d'avoir une intensité, un spectacle plus fort. Les stars ont été au rendez-vous. Il n'y a aucune surprise finalement. Toutes les CAN, d'habitude, il y a quand même des surprises qui viennent se greffer. Il y a la dernière fois, on a vu le parcours de la Côte d'Ivoire, plus Angola, plus plein de petites équipes, plus des équipes qu'on n'attendait pas, comme la RDC qui arrive, l'Afrique du Sud. Là, aujourd'hui, toutes les grosses équipes ont répondu présent. En quart de finale, vous aviez les 4 meilleurs. En gros, vous auriez pu avoir la Côte d'Ivoire, mais il y a eu l'Égypte. Donc ça veut dire que au final, les gens regardent cette compétition en se disant finalement les meilleurs sont là avec les stars. Donc aujourd'hui, tout était là et comme l'a dit Vanessa, le storytelling est parfait. Vous avez la compétition qu'on pouvait attendre avec quand même ces matchs qui se jouent à peu de choses parce que ça c'est important d'avoir ce suspense qui permet aux gens de s'intéresser encore un peu plus et vous retrouvez avec une finale, comme je disais tout à l'heure, de rêve. Mais au bout d'une compétition où finalement tous les gros ont été au rendez-vous. Mais Hervé, sur cette bascule justement de la considération qu'on pouvait avoir ici en Europe sur le foot africain, puisque vous travaillez à l'équipe, est-ce que vous, ces dernières années, est-ce que dans des discussions que vous avez avec la rédaction, vous sentez qu'il y a une oreille un peu plus attentive à ce que vous pouvez envoyer depuis Rabat par rapport à il y a quelques années ? Oui, moi j'avais toujours une oreille attentive, Bien je dis sûr. ça, sinon mes chefs vont pas être contents. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se rend bien compte que cette année, ça a dépassé à peu près tout. Mais c'était un peu pareil. La Côte d'Ivoire avait, vous savez, amorcé tout ça. Hein. Le Cameroun, ça avait été aussi quelque chose de bien, mais on était en période Covid, c'est un petit peu différent. Mais là, aujourd'hui, c'est certain que la CAN a pris une ampleur assez incroyable. Comme on le disait, c'est vrai qu'il n'y a plus match maintenant avec la Copa América, alors qu'une époque, il pouvait y avoir dualité. Hein. Et aujourd'hui, la CAN a gagné ses galons aujourd'hui au Maroc parce que je vous dis, l'organisation a beaucoup fait aussi, puis tout ce qu'on a pu raconter autour de cet événement, et puis l'événement, alors on parlait des coachs aussi, des gens qui peuvent être identifiés à des entraîneurs, à des nouveaux entraîneurs, c'est une nouvelle vague qui est en train d'arriver, et puis des joueurs stars, parce qu'on a quand même des joueurs stars ici, vous aviez quand même Mohamed Salah en demi-finale, vous avez Sadio Mané, le Maroc, il y a un tas de joueurs, plus un entraîneur un peu starisé, j'allais dire, parce que même avec toutes les polémiques qu'il y a eu autour de lui, au départ, s'il devrait être remplacé, etc., au final, c'est lui qui est devenu un petit peu la tête d'affiche de cette équipe marocaine, et sans oublier tous les joueurs qui la composent. Donc voilà, et puis vous aviez tout ça dans le Sénégal, vous avez tout ça, tous ces ingrédients dans cette finale qui vient, c'est-à-dire qu'on est arrivé à mettre un peu la CAN complètement en valeur, bravo. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, je crois qu'il y a aussi une chaîne non cryptée qui va proposer la finale. Donc ça prouve qu'il se passe quelque chose. Ça c'est vrai que ça dit beaucoup de choses. Adel Benta, précisément pour revenir sur l'organisateur, le Maroc, venons-en, donc double pression pour la sélection et sur le terrain et en tant qu'organisateur, le Maroc qui va co-organiser la Coupe du Monde 2030. Côté pile, c'est un succès. Les stades, l'organisation, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de quoi. On parlait un peu de la billetterie en début de compétition où c'était un peu compliqué de trouver des places d'entrée dans les stades, etc. Mais ça s'est naturellement déroulé par la suite. Donc il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Et surtout, cette CAN, ça sert de test grandeur nature, comme vous le disiez, pour la Coupe du Monde qui va arriver très vite. Hein, c'est dans 4 ans. Ça va passer très vite. Donc voilà, pour l'instant, c'est réussi. J'ai l'exemple de mon frère qui lui, il a fait les 2 CAN. Il a fait celle en Côte d'Ivoire et celle au Maroc. Je parlais avec lui hier soir. Il me disait qu'il a vu la fluidité qu'il y avait même à aller au stade, à se déplacer, etc. Que la Côte d'Ivoire avait mis la barre très très haut et qu'il a trouvé que le Maroc avait limite répondu, pour ne pas dire même dépassé ce qu'il attendait en allant au stade, et qu'il se dit que déjà sur ce côté-là, c'est hyper réussi et c'est certainement réussi. On attend de voir ce que ça a donné pour la Coupe du Monde, bien sûr. Bon, les images de stade vide du début de la compétition ont été assez vite balayées, Vanessa ? Balayées, je ne sais pas, parce qu'après, c'est aussi un point sur lequel il faudra travailler pour la suite. Le Maroc est candidat à l'organisation de la prochaine CAN, justement en vue de la Coupe du Monde, pour bien se préparer à recevoir aussi tous les supporters, parce que là, ça viendra de partout. En fait, c'est d'avoir ouvert la billetterie à l'Europe,
Et donc forcément, ceux qui ont la possibilité ont acheté beaucoup de places et ça n'a pas permis du coup au peuple, parce que c'est pas le même niveau de vie de pouvoir accéder au stade. Et ça, moi, je trouve ça dommageable parce que ce qui fait avant tout l'âme d'une Coupe d'Afrique, et on l'a vu aussi en Côte d'Ivoire. Mais après, il y avait eu aussi ces problèmes-là en Côte d'Ivoire et on l'avait vu aussi au Cameroun où les portes étaient ouvertes au bout de 20 minutes. C'est deux mondes qui se rencontrent. C'est deux mondes qui se rencontrent, ouais, effectivement. Donc laisser la possibilité quand même au peuple de pouvoir accéder au stade, c'est là-dessus qu'il faudra travailler. Sachant qu'on n'oublie pas qu'il y a un enjeu social au Maroc qui a été marqué il y a quelques mois par un mouvement surtout, je pense que de la jeunesse. Le plus dur, ce sera limite l'après. Après la Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est-à-dire que la prochaine CAN, il faudra tenir en fait. Il faudra être à la hauteur. Il faudra être à la hauteur pour continuer en fait sur la bonne lancée pour la CAN. Succès côté pile, donc côté face, on l'a dit, il y a ces stades qui ont été vides. Bon, ça a été assez vite balayé. Bon, c'est le mauvais temps. Bon, ça c'est pas vraiment la faute des organisateurs. Non. Mais disons ça dépend, parce que attendez, je vous rappelle quand même qu'elle a été décalée à cause de la Coupe du Monde des clubs et que j'aurais préféré aller au Maroc très sincèrement à Rabat avec un grand soleil, parce que moi je croyais que j'allais aller au Maroc et que j'allais faire comme d'habitude en hiver. C'est pas ce qui s'est passé. Passer le jour de l'an bronzé, mais Rabat n'est pas Marrakech. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Bon voilà, donc la météo plus ou moins de la faute des organisateurs. Est-ce qu'on met les pieds dans le sujet arbitrage ? Hervé, je sens que sur le plateau, ça va se crisper un peu sur la question de l'arbitrage. Est-ce que l'arbitrage de la CAN est à la hauteur de la compétition, Hervé ? Non, il n'a pas été bon. L'arbitrage n'a pas été bon. En général, l'arbitrage n'a pas été bon durant cette CAN, et que aussi une mauvaise utilisation du VAR. Alors bien sûr, la grande polémique, puisqu'on connaît le poids du Maroc dans la CAF, c'est le pays numéro 1 dans l'organisation. Donc tout le monde s'est dit, de toute façon, s'il y a une erreur pour le Maroc, ça va être évidemment lié à Fawzi Lekja, le président de la fédération. Alors il a un point incroyable, c'est une certitude. En général, on ne fait rien sans lui demander, ou alors c'est lui qui demande et on fait. Mais sur la compétition, force est de constater aussi qu'il y a eu des erreurs contre le Maroc et pour le Maroc. Alors, si on ne voit que les erreurs pour le Maroc, ça donne lieu à des interrogations. Mais si on regarde aussi celles qui ont eu lieu contre le Maroc, il ne faut pas les oublier non plus. C'est un peu facile d'avoir un prisme un peu déformant. Donc, aujourd'hui, l'arbitrage, de manière générale, je préfère m'en tenir à ça, a été très moyen, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il va falloir un petit peu remédier à ce problème-là. Ça avait été aussi un peu le cas en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire, la VAR avait très bien fonctionné. Ce qui fait qu'à la fin, au sortir de la compétition, tout le monde me disait finalement, l'arbitrage a été bon. Je dis oui, parce que le VAR avait bien travaillé. Là, la VAR a été un peu moins bonne. Ça fait qu'il va falloir quand même pour la prochaine CAN être assez rigoureux là-dessus. Mais ce n'est pas simple non plus, parce que le VAR n'est pas utilisé de la même manière en Afrique qu'en Europe. Quand vous êtes entraîneur en arbitre VAR, par exemple, en France, vous utilisez la VAR tous les week-ends. Tout ça, c'est une habitude. La force de l'habitude vous donne cette compréhension, cette vitesse d'exécution qu'on a un petit peu moins en Afrique. Bon, et puis après, les pressions extérieures liées à, vous savez, une sorte de complotisme généralisé qui fait que quand vous êtes arbitre aujourd'hui, par exemple, l'arbitre de la finale, je vous dis, mal dormir la veille. Non, mais est-ce qu'il y a un arbitre qui dort bien? Je pense qu'à la CAN, aucun arbitre ne dort bien, je pense. Non, je ne voudrais pas trop remuer le couteau dans la plaie des Franco-Algériens de ce plateau. On sait ce qui s'est passé pour l'Algérie. Comment expliquer qu'à ce niveau, tout ce qu'on a dit sur cette organisation, cette qualité de jeu, comment expliquer que l'arbitrage ne soit pas au niveau Alors, déjà, qualité de jeu sur le match. Ma maman est algérienne, je suis franco-algérienne. Je vais être très objective et très honnête, même si ma mauvaise foi aurait eu envie de prendre le dessus. Mais très clairement, au niveau du jeu, il n'y a pas eu de jeu du côté de l'Algérie. L'Algérie n'a pas existé. Il y a une situation où effectivement la VAR aurait pu être appelée. L'arbitre a décidé de ne pas y aller. Il y a toujours un check de toute façon du VAR, ça c'est systématique. Après, il y a une règle aussi, et c'est la question aussi, c'est pas que la question dans la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une question qui est internationale, et en tout cas on le vit tous les week-ends en Ligue 1. C'est l'application du règlement, de quel règlement et de quelles règles. Et ça, c'est une réalité, donc pour moi, qui est liée à l'arbitrage en lui-même et une homogénéisation, j'ai réussi, mais qui n'est pas forcément effective. Et surtout,
le ballon touche la cuisse. Moi, quand je C'est le ça. vois, je me dis objectivement, Oui. bah non. Mais Merci après, beaucoup pour l'exercice d'honnêteté intellectuelle. mon cœur C'est m'a dit, important. il y a Non, mais pénalty. au-delà de Égypte-Nigeria, globalement, il y a une critique. Algérie-Nigeria. Il y a une critique qui est faite sur le niveau de l'arbitrage dans son ensemble. Lié à quoi? Alors moi, après, encore une fois, c'est un avis personnel, mais je pense que les arbitres africains, puisque là on parle d'arbitrage de cette CAN, mais c'est l'arbitrage africain en global qui est un peu en dessous pour le coup. Je pense que le problème de l'arbitrage africain, c'est qu'il ne respecte pas assez l'esprit du jeu. C'est-à-dire que le football africain en général est très physique. Donc la consigne qu'on donne aux arbitres, c'est siffler le plus de fautes possible pour justement calmer les joueurs, pour ne pas que ça s'envenime. Et le problème, c'est que toutes les fautes, le moindre petit accrochage est sifflé, donc ça hache le jeu. Et donc, en fait, il n'y a pas ce respect de l'esprit du jeu, entre guillemets, où on laisse jouer pour fluidifier justement la circulation du ballon qu'on peut voir en Europe ou sur les autres continents. Et pour moi, on parlait tout à l'heure de formation des entraîneurs, formation des joueurs. Il faut maintenant passer à la formation des arbitres pour qu'on ait vraiment un football qui soit encore plus fluide que ce qu'on a actuellement. Là-dessus, sur cette analyse Je suis d'accord avec Adèle, il faut former les arbitres et aussi ça va aussi passer par les compétitions locales, j'ai envie de dire, la Champions League africaine, etc. C'est comme ça, en fait, que ces arbitres vont être confrontés à différentes situations. Hervé parlait de l'utilisation de la VAR, mais peut-être que introduire la VAR sur ces compétitions-là permet déjà aux arbitres d'être confrontés à cela et d'élever le niveau. De toute manière, après, tout n'est pas parfait pour cette CAN, on est d'accord, ça avance, il y a encore des choses à faire et on espère que justement monter le niveau de l'arbitrage permettra d'aller mieux. Bon, sachant que des critiques sur l'arbitrage, des comportements... Il y en a aussi en Europe. C'est pas l'apanage. Il y en a tous les week-ends. Hervé, allez-y. Il faut parler du positif aussi quand même, parce qu'il y a de très bons arbitres. Je passe toutes mes émissions de télé à parler d'arbitrage en France. Il n'y a pas un week-end sans qu'il y a quelque chose. Donc, effectivement, c'est pas spécifique à l'Afrique, mais il y a des choses à faire. En interclub, il y a aussi quand même l'utilisation de la VAR. Il y a des pays qui l'utilisent aussi. Il y a quand même une formation des arbitres. Le problème, c'est qu'il faut être confronté aux réalités et c'est pas toujours simple. Et puis, je vous dis, il y a encore autre chose en Afrique qui fait que ça ajoute un peu au débat. C'est ce côté politique aussi, parce qu'il faut bien comprendre que le football en Afrique n'est pas que politique. Donc là, vous êtes confronté dans cette CAN à notamment entre guillemets la mini-guerre entre Algérie et Maroc. Donc ça fait que chaque fois on voit la main d'un pays quelque part. Il y a eu une fameuse polémique durant cette CAN sur un changement d'arbitre pour les Marocains. Je ne sais même pas d'où c'est né, je ne peux pas vous dire. On nous expliquait qu'en fait on avait pensé à mettre un Algérien au VAR d'un match du Maroc et le président de la Fédé aurait bien sûr dit on ne veut pas de ça. Et je ne sais pas où est née cette histoire qu'on aurait pu mettre un arbitre algérien au VAR d'un match du Maroc. Alors à la CAF, si vous voulez, ils connaissent très bien les géopolitiques, ils savent que c'est totalement impossible, comme vous ne mettriez pas un arbitre marocain pour un match de l'Algérie, c'est absolument impossible. Ça, c'est les rumeurs des réseaux sociaux aussi, Hervé, parce que moi ça, je ne l'ai pas entendu. Ne participe pas à la fitna. Oui, ne donnons pas du grain à moudre au grand complotisme mondial qui touche le foot, mais elle est intéressante cette question. Le foot, il n'est pas plus politique en Afrique qu'en Europe aussi, si ? Moi, je dirais qu'il est politique, quoi qu'il arrive. Le football, il est politique partout dans le monde. Mais beaucoup plus en Afrique. Beaucoup plus en Afrique. Beaucoup plus en Afrique, c'est pas comparable. En Afrique, ça prend une dimension politique énorme. C'est pour ça que si vous aviez eu, par exemple, le match Algérie-Maroc en demi-finale, je ne sais pas du tout comment ça serait passé. Franchement, moi, très bien passé. Je me dis, quand j'ai vu les mais oui, ça se serait très bien passé. Mais ça se serait très bien passé, Hervé. Mais si, parce que en fait, il y a des fois, il ne faut pas transposer justement des choses qui, des tensions politiques sur le football et sur des gens en fait qui n'ont pas demandé ça du tout. C'est aussi autoréalisateur que de. Mais voilà, et là, je te parle vraiment ma partie algérienne te dit ça, et j'ai plein d'amis marocains. Ça, c'est l'apanage des réseaux sociaux et de gens qui viennent insinuer justement ces tensions politiques qui existent évidemment, mais qui appartiennent à d'autres personnes et qui ne sont pas les nôtres en fait. Malheureusement, j'ai vu beaucoup de supporters. Alors là, ici, je vois beaucoup de supporters algériens et marocains. Beaucoup viennent d'ailleurs d'Europe et même d'ici, beaucoup de Marocains. Et après, j'en ai parlé avec eux et tout le monde me disait Hervé, je crois heureusement qu'il n'y a pas eu ce match-là. Mais parle avec moi alors dans ce cas-là aussi. Bon, tu peux parler avec Adèle aussi, je pense qu'il est d'accord. C'est toujours pareil, tu vas demander l'avis à des gens, donc on ne sera jamais tous d'accord. Mais en tout cas, moi je pense que ça serait bien passé. Ça aurait été une belle occasion justement. Ce match, j'en suis désolée pour malheureusement n'aura pas lieu. Ce n'est pas la finale dont certains rêvaient effectivement. Il nous reste quelques minutes, on l'a abordé brièvement. Bien sûr, il y a l'enjeu sportif et donc après cette CAN, il y aura la future CAN. Il me semble que le calendrier va changer. La CAN va passer tous les
4 ans. 4 ans. On disait tout à l'heure qu'il y avait quand même quelque chose qui était en train de changer. On a quand même accusé ce changement de calendrier de vouloir favoriser les clubs européens qui en avaient marre de voir partir leurs joueurs trop régulièrement. On a entendu Hakimi dire que ça allait donner plus de hype à la CAN d'être tous les 4 ans, un peu plus de suspense, un peu plus d'attente. Votre avis là-dessus? Ça dessert plutôt précisément ce foot africain que l'on sent... Je me bats avec moi-même parce que j'ai pas... En fait, j'ai les deux avis, mais je sais pas. C'est-à-dire que d'un côté, c'est... On a le droit d'avoir d'être nuancé. Non, mais d'un côté, c'est un bienfait, puisque comme l'a dit Achraf Hakimi ou même Walid Regragui, ça va permettre à la CAN de gagner en prestige. C'est-à-dire, tous les 4 ans, il y a un phénomène de rareté de remporter cette CAN. Et surtout, ça va permettre peut-être aux joueurs de moins entrer en conflit avec leur club, d'être libérés tous les 2 ans, c'est plus compliqué. Mais d'un autre côté, ça dessert aussi les petites nations, si je peux me permettre cette expression, puisque participer à une CAN tous les 2 ans, ça permet de faire progresser et surtout, ça permet de faire entrer de l'argent, donc d'évoluer en termes d'infrastructure. Donc voilà, je sais pas, Vanessa? Je suis comme lui, donc il y a la progression du football africain qui va être freinée forcément parce que ça permettait aussi pour les pays organisateurs de se structurer, de mettre en avant aussi des stades. Il y a tout le tourisme qu'il peut y avoir autour, donc ça c'était important. Mais de l'autre façon, et je vais employer un gros mot, c'est vrai qu'il y avait une discrimination parfois à l'embauche pour certains joueurs, parce que savoir qu'un joueur va partir tous les 2 ans au mois de janvier, en tout cas c'était le cas pour là, ça aussi, c'est pour les clubs, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, peut-être que ça va permettre de lisser un petit peu l'égalité des chances, j'ai envie de ce mot-là. Non, c'est intéressant. Et l'homme là-dessus? Oui, et du coup aussi, il y a ce côté en disant que c'est la FIFA qui a poussé, que c'est pas vraiment les organisations de la CAN et que c'est pas la vérité. Voilà, c'est la FIFA qui a poussé. Hervé a raison. Donc, c'est pour cela que moi, je reste comme eux partagé, mais j'ai envie de dire, j'aurais quand même aimé la garder chaque 2 ans quand même. Et vous, Hervé, le mot de la fin, vous n'êtes pas partagé. Si, c'est sûr. Vous n'avez pas l'air partagé. Ah non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout partagé parce que c'est une vision, je trouve, très occidentale des choses. Vous vous rendez compte, c'est pour ça que je disais que le foot, c'est plus que du foot en Afrique. Vous vous rendez compte qu'il y a plein de pays qui vivent à travers ça, à travers la CAN tous les 2 ans. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont regardé la CAN, qui étaient fans, je ne sais pas, aux Comores, dans plein de pays, qui ont vu ça. Ils ont été hypés complètement pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et puis ça reviendra que dans 4 ans. Vous savez, quand vous êtes en Europe, vous êtes en France, vous avez du championnat, vous avez du rugby, vous avez du foot, vous avez des compétitions d'athlétisme, vous pouvez vous intéresser à plein de choses. Ici, en Afrique, il y a plein de pays, malheureusement, ils ne vivent qu'à travers ça. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que ce soit surtout des joueurs maghrébins qui ont dit c'est bien tous les 4 ans, parce qu'ils voient, et parfois d'ailleurs des gens venant de France, parce qu'ils ne voient pas la CAN de la même manière. Mais quand vous êtes africain dans certains pays, la CAN, c'est une bouffée d'oxygène, c'est un bonheur incroyable. Alors bien sûr, ça ne fait pas plaisir à la FIFA qui voulait tous les 4 ans. Et puis je vous dis une chose, si tous les 4 ans vous êtes en opposition avec l'euro, votre CAN elle est morte. Parce que si vous avez euro contre CAN, il y a peu de chances que vous existiez. Hervé, est-ce que le finaliste de la CAN fera la une de l'équipe lundi? Quel qu'il soit. J'espère bien, mais on fera tout pour. Bien sûr. Je vous tiens au mot. On verra ça lundi matin, Hervé. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission à distance. Très bonne finale à vous dimanche, qu'il sera diffusé, on le disait. C'est une première sur une chaîne non, c'était déjà arrivé. Pardon. La Côte d'Ivoire. J'avais commis aucun impôt. Non, mais parce que franchement, vous êtes parfaite. Mais vraiment. Non, mais après, vous le deuxième fois que la finale de la CAN sera diffusée. Mais c'est mieux de regarder Beansport, évidemment, parce que je vous laisse la responsabilité de vos propos. On aura l'encadrement que n'aura pas. C'était un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Une émission à revoir en replay, en podcast et une belle journée à tous les supporters du football où qu'ils soient. On se retrouve dans un quart d'heure.